Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Camping. Je crois que c'est le premier épisode que je retourne en 2024 parce qu'on avait quelques épisodes au show qu'on a diffusé début d'année. Là j'ai l'honneur d'avoir Pierre-Jean Mauvin qui est le patron de Concerto. On s'est rencontrés du coup en Guadeloupe à parler de kite et de surf. On a pas mal de points en commun mais je vais laisser Pierre-Jean Mauvin, si tu peux te présenter, nous dire depuis combien de temps tu es dans ce domaine, quel âge a Concerto, comment tu y es arrivé, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît ? Je suis Pierre-Jean Mauvin, je suis le gérant et le fondateur de Concerto qui maintenant a une bonne trentaine d'années. J'ai la chance d'habiter dans le Var. Ouais. De travailler dans le Var, c'est pas des endroits où il y a beaucoup de boulot, mais pour notre travail, c'est parfait. C'est un peu comme toi d'ailleurs. Ouais, je suis à Biarritz, donc c'est pas mal aussi. Ouais, C'est bon. Je vais à la Défense la semaine prochaine, mais bon, je vais pas y rester. Ouais, je vais en Normandie aussi, je passe par Paris. C'est clair qu'on a cette chance-là, et souvent on dit il n'y a pas de travail en province, mais dans l'HPA, c'est vrai que c'est cool. Et surtout que toi, tu nous diras un peu plus, mais t'es kiteux, donc pour le vent, ça doit être pas mal ta région, ouais. J'avais terminé mes études. Bon, pour les boulots institutionnels, c'était Paris et autres. Je préférais éviter pour rester dans le sud et au bord de la mer, comme tu le sais. Le problème des secteurs comme le Var ou même chez toi, c'est que les opportunités de travail, qu'est-ce qu'il y avait? Vendre des glaces ou l'immobilier, Ou avoir un camping, mais bon, il fallait déjà, même à l'époque... avoir un camping. Et pour les campings, il fallait des sous et j'ai deux mains gauches, donc c'est pas possible. Et comment t'y es arrivé du coup à vendre des campings? Parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était un autre phénomène. Comment t'as été le premier à faire ça, à faire ce métier? Comment t'es arrivé là? Non, il y avait un vieux monsieur, je me rappelle, qui était un petit peu mon parrain, qui était un vieux de la vieille. Je me rappelle plus son nom, il est plus de ce monde. D'accord, Mais il y avait quelques historiques. Il y avait Kanté aussi d'ailleurs. d'accord. Il avait acheté le cabinet à quelqu'un d'autre, là. Moi, j'ai commencé en faisant de l'immobilier. Bon, parce que l'immobilier avec une certaine réussite, mais pas vraiment une passion, parce qu'ouvrir et fermer les volets au bout d'un moment. J'ai commencé à vendre des affaires qui étaient des affaires plutôt commerciales, on va dire, un peu faire d'immobilier d'entreprise. En fait, compte, j'étais dans ma chambre avec ma Golf, mon téléphone et je me débrouillais. C'était vraiment les temps héroïques. Et j'ai vendu un camping. J'ai commencé par un camping de 1000 places, le D'accord. parc de Ah ouais. Saint-Égulphe. Alors c'était une histoire qui a duré 14 ou 15 mois. C'était à l'époque où je vendais le camping, où je tombais en dépôt de bilan. Donc c'était les genèses un petit peu difficiles, mais finalement on est passé à travers les gouttes et dans la bonne humeur. Et j'ai quand même appris sur ce dossier. J'en ai fait un deuxième. Je me suis mis une médaille de spécialiste de camping, qui était un peu une médaille en chocolat à cette époque, mais bon, avec le temps, elle a pris de la dorure et on est vraiment une boîte très spécialisée dans ce secteur. La vente numéro 1, c'était en 91. D'accord. Il appartient à qui ce camping maintenant? Il appartient toujours à la même personne, Bernard Macaire. D'accord. Ok. T'as pas réussi à lui faire revendre, quoi. Il faut que je l'appelle. Mais je l'appelle de temps en temps, quoi. Au Ouais. moins, pour se rappeler le bon vieux temps. Ouais. Alors comment je suis venu là-dessus? C'est un peu les hasards de la vie, les opportunités. Dans les années 90, j'étais tout seul contre tous, et je faisais des milliers de kilomètres à travers le sud de la France d'ailleurs. Après, j'ai pris des collaborateurs et puis on a grossi, quoi, naturellement, sans vouloir grossir d'ailleurs. Ah ouais, c'est marrant ça. On a un autre point commun, quoi. Souvent les gens me disent mais où est-ce que tu vas aller avec Geektonic? Je dis bah moi j'ai pas d'objectif, je m'éclate. Et c'est vrai que je l'ai vu aussi que l'état d'esprit qu'il y a l'air d'avoir dans Concerto, d'ailleurs la pub que vous avez fait dans Décision là, je trouve que ça remet bien en avant un peu l'humain, un peu comme nous aussi on met beaucoup ça à Geektonic, l'émotion, l'humain, le staff et tout ça. En tout cas, j'ai cru apercevoir ça, même j'ai vraiment senti en Guadeloupe. Voilà, c'est un peu votre marque de fabrique du coup. Donc du coup toi c'est ça, c'est que tu t'éclates et tu as développé ça axé sur une équipe solide, c'est ça? C'est bien que tu l'aies remarqué parce que c'est notre ADN. Notre équipe, elle est vraiment soudée. Bon, on a un petit peu l'air d'une bande de copains des fois. Moi, je suis le boss, mais ils ont une super autonomie. Ouais, On a beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, beaucoup d'échanges. Tu sais, c'est un métier, on passe du temps sur la route.
Une visite de camping, c'est des fois 2 heures aller, 2 heures retour, donc c'est un métier qui peut être solitaire, c'est un métier de franc-tireur, donc on échange beaucoup. Alors, ils échangent avec moi sur divers trucs, sur des problèmes techniques ou autres. Ils échangent beaucoup entre eux. Alors, c'est des échanges qui sont professionnels, mais aussi pour papoter. Et on développe un sens de l'humour assez pointu d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui fait notre spécificité. Donc, le cabinet a grandi. On ne fait que du camping. Donc, on est les seuls à Ah faire oui, que du voilà. camping. On fait pas d'hôtel, on fait pas de tabac presse. Hmm. Et je sais pas comment font les autres, parce que nous, en faisant que du camping, on est super occupés. D'accord. Ok. Donc, ce travail, ça a donné des résultats qui sont pas mal quand même, puisque on est clairement leader du métier, là. On a plus de 1000 transactions au compteur. On fait un tiers des ventes D'accord. en France. Et sur les gros dossiers, on est à 50% des transactions. Et on a un développement européen. Vous vendez donc des campings en France aux particuliers et aux groupes, donc du coup les transactions, que ce soit un groupe qui veut acheter un camping. D'ailleurs, ça je me pose la question, est-ce que les groupes ont tendance à plus passer en direct ou non? Ils passent systématiquement aussi par un agent immobilier parce que il y a trop de spécificités. Par exemple, on sait que, par exemple, l'exemple de Capfund, souvent on dit, bah, lui quand il veut un camping, il sait tout sur toi, il a regardé les bilans. Alors déjà ça c'est peut-être un mythe, mais il a regardé les bilans, il sait qu'il veut acheter tel camping à tel endroit, t'as reniflé un peu le derrière comme on dit. Et donc du coup il arrive, potentiellement là vu qu'il s'est renseigné et qu'il sait sa target, sa cible, est-ce qu'il a besoin de passer par un agent immobilier? Donc du coup, si même le camping n'est pas en vente, des fois ils sont un peu actifs dans la suggestion de vente. Voilà, est-ce que c'est comme ça que ça se passe et est-ce qu'ils vont demander un agent immobilier intermédiaire ou puisque des fois ils passent en direct? Sur les gros dossiers, il y a un peu plus de transactions en direct, mais il y a quand même une majorité, parce que je te dis qu'on vend un gros dossier sur 2 qui se vend en France, ça passe par nous. Ce Capfund, des fois, est en contact en direct, mais D'accord, on lui a vendu quand même une soixantaine de dossiers, donc, d'accord. il s'appuie fortement sur nous. Et puis on a des échanges qui sont agréables et directs, efficaces, donc non. Après, c'est vrai que sur les campings familiaux, c'est 90% des campings qui se vendent par un cabinet spécialisé. Ouais, Que c'est d'autant les plus, dossiers qui sont d'accord. plus techniques. Une D'accord. maison, 1 sur 2 se vend en direct. Un Ouais. camping, 90% des campings familiaux passent par des agences. Quand c'est un groupe qui achète ou entre groupes, que c'est là, ça peut passer sans intermédiaire. C'est Oui, plutôt à ce niveau. ouais, mais D'accord. des fois, on intervient entre groupes aussi. Au-delà de l'aspect foncier, il y a tout un foncier qui est invisible. Et il y a aussi toute la notion économique et valorisation, donc avec du fonds plus du commercial, deux vraiment notions. Et après aussi un potentiel de développement, enfin une analyse de bilan en plus d'un foncier, quoi. C'est vraiment. C'est sûr qu'il y a un dossier qui est hyper conséquent, avec une trentaine de points à analyser, à mettre en avant, à préciser. Donc, c'est pas une vente d'appartement, c'est évident, quoi. Ouais, ouais. Le truc le plus important, bon, il y a toute la partie économique, mais qu'est-ce qui est important? Le plus important, c'est les réseaux, c'est quoi dans un camping à regarder? On se dit souvent, par exemple, quand on va acheter un immeuble de rapport, on dit, il faut surtout faire gaffe à la toiture, par exemple. C'est souvent, quels sont Eh ben, c'est vrai les que mal insidieux? c'est le contraire. Dans un Ouais, camping, effectivement, c'est ce qui est sous terre au ouais, niveau voilà. technique qui est important et ce qui est sous terre, par essence, c'est pas visible. Ouais, Bon, d'accord. après, on voit un petit peu comment le camping est tenu, on a les explications des propriétaires, on a le nombre de KVA qui est donné par Mobilhome, mais les réseaux, c'est effectivement techniquement la partie la moins visible. Et une des plus coûteuses. Et oui, bien sûr, D'accord. bien sûr. Très bien. Et donc du coup après sur le marché du camping, donc du coup bon, on a bien compris donc votre positionnement très spécialisé. En général là aujourd'hui vous êtes plus sollicité ou vous allez aussi demander aux gens s'ils sont vendeurs. C'est quoi le métier d'un agent immobilier? C'est le plus dur de trouver du foncier hein, parce que vous avez du coup la double casquette. Il faut trouver de l'offre et après trouver de la demande. Est-ce que c'est l'offre ou la demande qui est plus compliquée à trouver? Ben, clairement, c'est l'offre, hein. D'accord. Lorsqu'on a les dossiers, on est en contact avec pratiquement tous les groupes, bien entendu, mais tous les acheteurs professionnels, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent racheter un camping, qui veulent un camping pour leurs D'accord. enfants, qui veulent des fois même monter leur petit groupe, quoi, régionaux, et tous les particuliers qui sont le gros boost du marché, les gens qui arrivent de l'extérieur et qui achètent des campings. D'ailleurs, c'est une particularité française, ça. Parce que Ouais. bon, quand j'ai commencé dans les années 90, il n'y avait pas de marché. Les clients à l'époque, dans mes premières ventes, les vendeurs que je démarchais, je leur demandais un bilan pour le client. Ils me disaient, ah, tu veux un bilan? Pourquoi tu veux? Ah, ils veulent un bilan. Ils peuvent pas venir voir. D'accord. Ouais. Dernièrement, en Corse, il y en a un qui m'a dit, ah oui, il veut un bilan, ton client. Ah oui, mais bon, c'est un peu fini, ça. Ouais, Et d'accord. Ouais. et ce même gars-là, c'est l'anecdote, ça, j'ai mon questionnaire.
Et au bout de la 10e question, il me dit, mais t'es venu pour vendre le camping ou me poser des questions de policier? Donc, mais bon, ça c'était le temps passé. Là, pour le Maintenant, coup, il y bien avait sûr, une partie souterraine, mais qui n'était pas que les réseaux, quoi. Hein, c'était ouais, sur une bon, partie économique c'est aussi, quoi. Donc, le marché, avant les groupes, il a toujours été boosté par une particularité française que les propriétaires de camping connaissent bien parce que ils ont un client sur 10 qui va acheter un camping. Les Français rêvent Ah oui, d'acheter un camping. d'accord. Alors, et la plupart des propriétaires, maintenant, ils étaient pas paysans comme au début. Il y a des boulangers, des pharmaciens, qui ont acheté un camping. Quand je dis que c'est français, comme particularité, en Espagne, par exemple, les Espagnols, ils n'ont rien à faire du camping. Ils n'ont pas été en camping quand ils étaient jeunes. Ils préfèrent Ouais. acheter un bar tabac ou n'importe quoi. Donc, les petits campings en Espagne ne se vendent pas. On a Florian qui est à Barcelone, là, il vend très bien les grosses affaires, mais les petits campings ne se vendent pas. Alors qu'en France, le marché a été boosté avant les groupes par ce phénomène. Un client sur 10, mais c'est marrant parce que hier on était avec toute l'équipe, là nous on est au Pays Basque, donc on est au sud de la France, et on nous demandait mais est-ce que vous êtes parti en camping? Assez peu de gens au Pays Basque sont partis en camping parce que nous on descend vers le sud à chaque fois, donc du coup nous les gens du Pays Basque vont beaucoup en Espagne et aux Canaries, donc ça loue etc. Et finalement là-bas il y a assez peu de camping et c'est beaucoup des résidences, et par contre voilà les gens qui descendent du nord de la France vers le sud forcément ont l'habitude d'aller en camping, et quand on a l'habitude d'aller en camping on a aussi cette velléité sûrement d'acheter un camping. C'est vrai que pour des néo-gestionnaires, c'est un jardin à ciel ouvert, hein. C'est enfin un énorme jardin, 10 mois de l'année, enfin en tout cas le reste de l'année quand il n'y a pas les vacanciers, mais c'est vrai que c'est quand même un projet de vie extraordinaire, surtout quand on a l'habitude de bosser dans les bureaux. Et post-Covid, ça a été, vous l'avez senti qu'il y avait une accentuation énorme du phénomène. Ah oui, c'est sûr que même les Hollandais sont acheteurs de camping parce qu'ils sont venus en camping chez nous, hein. Deuxième, pour faire une petite genèse du marché, si tu veux, deuxième, bon, à partir des années 2000, bon, ce sont les groupes qui sont situés timidement au début et puis à la fin des années massivement. D'ailleurs, je me rappelle d'une expérience, c'était en 2000, j'avais un camping qui s'appelait Loucanter que j'ai vendu à Michel Nord, le président là, du Var. J'avais un client que je connaissais pas, un informaticien, plutôt sympa, plutôt malin, qui posait les bonnes questions, qui n'était pas du tout dans le secteur, mais qui avait des questions très pertinentes, qui me dit c'est intéressant, c'est intéressant. Et ce client, il s'appelait Pierre Houet. Ah Le oui. premier camping qu'il visitait, depuis, il en a acheté plus de 200, donc... D'accord, donc donc t'as vendu son premier camping non, non, il n'a pas informaticien. acheté celui-là, il venait se renseigner. D'accord, Il ouais. venait se renseigner, c'était le premier qui visitait. Ok. Après, on connaît la suite, hein. Il avait une boîte Alors, informatique de quoi du coup il était informaticien, il fait toujours, il a toujours la boîte ICS. Ils D'accord. font des logiciels pour les agences immobilières et les syndics. C'est étonnant qu'il n'ait pas acheté un logiciel dans l'HPA d'ailleurs. Mais... Il faut dire une chose, c'est que les groupes, bon, ils sont critiqués par les propriétaires de camping, enfin, mais le fait qu'ils achètent, ça capitalise le secteur et ça fait monter le prix de tous les campings, même les petits, parce qu'il y a plus de clients pour les plus petits campings, donc ça fait monter toute la filière. Alors la situation aujourd'hui, bon, on a eu un petit coup de frein avec la hausse des taux, mais D'accord. rien de significatif, hein. Dans l'immobilier actuellement, c'est un peu la catastrophe. Nous, il y a un Ouais. petit coup de frein et ça reprend là. Donc le camping est encore résilient, hein, l'activité. Et pour ce qui est des groupes, il y a des chiffres qui sont assez éloquents. Il y a 950 campings de plus de 200 places en France, qui est les cibles, hein, des groupes, hein. Sur ces 950, il y en a 650 qui ont été achetés, qui sont sous enseigne. Donc il en reste 300, 350. Le développement des groupes, il y a deux solutions. Il y a l'étranger. Alors l'étranger, il faut prendre des risques. Et la plupart n'aiment pas trop les risques, donc c'est pas clair comme en France. Ah ouais. Et C'est-à-dire il y a les petits. c'est l'administratif qui est moins Oui, clair oui, en oui. Espagne par exemple. Ben oui, en Espagne, chaque région a ses lois, et puis ils font un petit peu leurs lois, et puis ils peuvent nous prendre pour des Américains des fois aussi, hein. C'est Fun a acheté un camping à Madrid, et ils ont fait casser le parc aquatique qui était déjà existant dans le camping, donc c'est des choses qui D'accord. sont bon. Donc c'est un peu, donc il reste les campings familiaux. Ouais. Les campings plus petits, et là-dessus, il y a un gros buzz parce que clairement, les groupes se mettent à regarder, alors, quelle taille? 120, 150 places. En fait, compte, c'est pas la taille Ouais. Il faut que le camping soit capable de faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros avec des gros investissements, mais qu'il le fasse facilement dans les 2 ans. Et là, Là c'est là intéressant. voilà.
Et pourquoi? Parce que moi j'avais une personne qui m'avait dit qu'un camping était fait de frais fixes et donc forcément plus on a du potentiel donc en nombre de parcelles ou en valeur locative donc en revenu par parce que on est sur une destination j'imagine convoitée hein, par exemple un 100 emplacement au Pays Basque forcément c'est pas pareil qu'un 100 emplacement dans la Creuse hein, par exemple sans de mauvais sang pour certaines destinations et de mise en avant de ma destination ça pourrait être le Fréjus forcément parce Ça que pourrait être pareil, forcément mais c'est sûr que. c'est le sud ouais. Qu'est-ce que tu as contre la Creuse, hein? Il y a de très beaux campings à Non la non mais Creuse. tout à fait. Non, mais c'est raison que avec 100 places dans le Var, dans la bande côtière, tu fais le chiffre d'affaires 20 places en Lozère, par exemple, Oui, hein. oui, oui. Et donc ça, c'est vrai que c'est fait de frais fixes, ça vous le voyez. Et donc forcément, plus on a de volume ou en tout cas un potentiel de chiffre d'affaires, et vous estimez que au-delà d'1 million, ça commence, comme on dit, à cracher. C'est-à-dire que ça commence à À dégager. partir d'1 million, tu peux payer un couple de directeurs, tu peux Ouais, payer c'est des scalable, frais quoi. de groupe, et on trouve un équilibre, quoi. Ouais, c'est vraiment cet objectif qu'ils ont pour pouvoir déléguer une gestion sur place et payer les frais fixes qui sont indispensables pour avoir le niveau de service et l'autonomie de gestion sur place tout en centralisant l'administratif sur un groupe. C'est ça l'objectif et donc du coup un groupe est intéressé à un camping qui a un potentiel de développement jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires. C'est ça l'idée, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et le fait qu'ils s'intéressent à ces campings familiaux, les campings de taille inférieure, eh ben, il y a plus de clients parce que ces boulangers, ces professionnels qui veulent acheter un camping se rabattent sur des campings de taille plus petite. Donc, il y a une sorte de ruissellement qui fait monter l'ensemble de la valorisation. Donc, le marché en 2024, il est bon. On va dire Ouais. qu'il est vraiment très bon. Et le futur, alors depuis 30 ans, j'entends le prix des campings a monté, c'est trop cher, ça devient fou. Je regarde derrière ce que j'ai vendu il y a 3-4 ans. Je me dis, c'était pas cher. Donc, comme on a un nombre défini de campings, il y en avait 9000, il y en a 8000, il n'y a pas de création. Je pense que la montée en valeur va continuer. Récemment, j'ai un client qui avait, enfin, j'ai un proche qui avait un camping qui s'appelait l'Hermitage, qui s'appelle Bruno Kremer en Méditerranée à Valras. Il me dit, mais Johan, bon, je lui dis que j'étais pas du tout intéressé pour un camping. Il me dit quand même, c'est quand même dommage parce il y a déjà une inertie très importante dans le camping. C'est un vrai secteur résilient. On le voit la montagne hein, où il fait encore 20 degrés là en ce moment dans toutes les stations pyrénéennes. Donc c'est quand même un problème, chose qui est beaucoup moins impactée. Même si l'été, quand il fait trop chaud, je pense que la Méditerranée a pu en souffrir. Hein, ça, tu pourras nous en dire un peu plus. Mais par contre, il me disait, c'est le seul secteur, à part les agriculteurs, qui est autant inaliénable de son foncier et qui a un numerus clausus défini nativement par son foncier. Par exemple, un kiné ou un chauffeur de taxi, il a une licence de taxi, mais demain il y a un Uber et il y a des décisions politiques. Le numerus clausus peut sauter. Pareil pour les experts comptables qui sont 10 000 en France. Si demain il y a une décision d'ouvrir la concurrence et que les lobbies ou en tout cas l'ordre des experts comptables est moins puissant, il pourrait y avoir beaucoup plus de concurrence qui rentre. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Est-ce que déjà ça existe ailleurs? Voilà, moi j'avais le modèle des agriculteurs, mais finalement c'est beaucoup moins rentable. On le voit en ce moment d'ailleurs hein, avec les manifs. Là, il y a un vrai problème là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Et finalement, est-ce que c'est ça qui crée autant de spéculation sur les campings? L'offre est forte, le nombre de campings est défini et il n'y a pas de création. Il a même tendance à diminuer. Dans le 06, j'ai vu, il y a la moitié des campings qui ont disparu sous la pression foncière des promoteurs. Effectivement, ce qui est rare est cher, hein. Et j'ai une petite anecdote, là, je travaille actuellement avec un groupe américain, on se découvre. Je pense qu'ils veulent investir le marché français, mais ils vont sortir du bois peut-être en fin d'année, là. Au passage, j'ai vu le prix des campings aux États-Unis. Et ils sont bien au-dessus des nôtres, hein. D'accord. Donc, en Angleterre aussi. L'Angleterre, pourtant, c'est pas le climat, hein. Les Ouais. campings anglais sont bien plus chers que les campings français. Donc, D'accord. on va pas monter au ciel, mais les valorisations, je les vois que monter, hein. Je les vois Ouais. que monter, hein. On comprend la notion patrimoniale et foncière, mais est-ce que vraiment, d'un point de vue rentabilité, rendement, il y a un rendement dans son exploitation? Quelqu'un qui achète un camping X coefficient, parce qu'on dit que justement les foncières achètent du territoire, hein, c'est-à-dire du patrimoine français et de la terre française, donc ça on peut bien l'entendre, mais est-ce que vraiment dans son exploitation, si on achète 8 fois le chiffre d'affaires et que du coup on a des mensualités qui sont très importantes, à quelle taille on peut être rentable là-dessus hein? Il y a aussi quand même cette logique-là, c'est pas, on pense pas Bah, toujours à 30 ans qu'on aura payé le foncier. le camping, déjà, il n'y a pas de dépôt de bilan. Il n'y a pratiquement pas de dépôt de bilan dans le camping. Sur le papier, les propriétaires de camping vivent chichement, mais
Finalement, ils achètent un camping. Le premier intérêt, c'est la capitalisation, parce qu'ils achètent un camping 2 millions d'euros, ils prennent un crédit d'1 million, une fois qu'ils l'ont remboursé, ils ont gagné 1 million, et s'ils vendent le camping plus cher, mettons 2,5 millions, ils ont gagné 1,5 million en peut-être 10 ans. Après, Ça permet de payer les mensualités, voilà, le foncier. après, ils se mettent tous des petits salaires. C'est difficile à expliquer au cadre, ça. Le salaire syndical d'un propriétaire de camping familial, c'est 2 000 euros. Mais bon, il habite sur le camping, il vit sur le camping, il roule sur le camping, il est assuré sur le camping. Donc, tu vois qu'ils ont quand même la banane dans le métier. Hein. Et c'est le métier. Pour le coup, il n'y a pas d'abus de bien social là-dessus, parce qu'on vit dessus. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont logiques. C'est des niches fiscales. On ne parle plus d'espèces en camping, c'est fini. Hein. C'était quand je commençais, ça. Parce que comme ils investissent massivement, ils ne payent pas d'impôts, ils payent pas beaucoup d'IS pendant leur exploitation. Et en sortie, bon, il y a des artifices qui sont soit je rachète une affaire, je ne paye pas de plus-value, soit je pars à la retraite, je ne paye pas de plus-value. Donc c'est un petit peu des niches fiscales sans avoir à s'exiler ailleurs. C'est naturellement, parce qu'on investit beaucoup. D'accord. Il y a des gros loyers par contre, des gros loyers pour remboursement, mais finalement le foncier permet de le faire. Il y a quand même un seuil plancher quand même, non, là-dessus. Enfin, aujourd'hui, à partir de combien, déjà, est-ce que du coup, vu qu'il y a des seuils planchers, forcément c'est exponentiel la valorisation, plus le terrain est gros, plus il y a des coefs importants. Et voilà, est-ce que tu peux en effet parler de valorisation, foncier et commerce, fonds de commerce et autre chose sur la partie seuil plancher pour être rentable, en tout cas pour pouvoir vivre dessus et payer l'ensemble des charges que l'on a sur un camping. Sur la valorisation, bon, il y a les valorisations comptables. Bon, les valorisations comptables, les coefficients, bon, ils sont connus. On va dire que le principal coef, c'est qu'un camping, en moyenne, ça fait un camping mur et fond, c'est 5 fois le chiffre d'affaires, entre 4 et 6, on va dire. Le fonds de commerce seul, c'est 3 fois, entre 2,5 et 3,5. Ça dépend du loyer aussi. Après, il y a une autre méthode par rapport à l'EBE. L'EBE, c'est le bénéfice reconstitué. C'est bon. On dit que l'EBE, c'est 10 fois l'EBE. Bon, ça, c'est des guides, ça. C'est des guides qui sont utiles, mais qui sont vraiment pas suffisants. La réalité, chaque camping a sa réalité. Parce que pour moi, le bilan, c'est 50%. D'accord. Et après, il y a tout le reste. Le reste, c'est la situation. La situation, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais changer dans un camping. Après, il y a la qualité des infrastructures. Il y a le charme. Il y a des campings qui sont des campings coup de cœur. Ça joue dans le prix aussi. Il y a le taux d'équipement en mobil-home. Le logement sur place aussi. Le logement sur place ou pas de logement, effectivement. La meilleure méthode pour connaître le prix de son camping, c'est de faire une estimation par un professionnel. Donc, nous, c'est notre moteur. On fait des estimations. On fait des estimations gratuites, même si les gens ne sont pas vendeurs. On le fait pour des successions, pour des packs du trail. On y gagne toujours quelque chose. On y pêche toujours une info. Ils nous disent, il y a Gaston à côté, là, il prend de la bouteille et ses enfants, ils ne reprennent pas. Ou des fois, ils nous disent, dans 5 ans, je vais vendre. Hein. Mais chaque cas est un cas particulier. Nous, notre seule méthode, je pense que c'est la meilleure, hein, c'est le marché. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les ventes. Donc, ce camping de 100 places placé là, on sait que tel camping s'est vendu tant, tel camping c'est là. Donc, on donne une valeur de marché. Et c'est si on nous le donne à vendre, le prix qu'on doit vendre. C'est bien beau d'avoir une estimation. Par exemple, pour une voiture, on dit elle vaut 15 000, mais après, si on peut la vendre 20 000, donc c'est le marché. Au passage, en faisant une estimation, on donne des conseils pour habiller un petit peu la mariée, pour la fiscalité de la vente. Comme on a vu tous les cas de figure, donc on dispense notre savoir avec plaisir, quoi. Vous donnez d'abord, et puis après, forcément, il y a des retours qui sont faits. Et puis vous êtes aussi stratège, hein. Moi, je vois, il y a pas mal de tes collaborateurs qui, par exemple, nous conseillent aussi, hein, qui ont tendance à dire, vous pouvez aussi... Et il y a un potentiel aussi que vous vendez. Vous vendez le potentiel marché. Et ça, c'est vrai que... le potentiel. On sait le mettre par écrit, le potentiel. Bon, il est simple à voir, d'ailleurs. Quand je dis que chaque cas est un cas à part, là, je viens de vendre un camping, on est sous compromis. Donc, de toute façon, on ne parle jamais de nos affaires, même quand elles sont vendues, même quand on fait une estimation. Mais là, j'ai un cas particulier, donc d'un camping qui fait 400 000 euros de chiffre et que j'ai signé à 5,9 millions. Donc, ce qui est une aberration économique, mais je le savais. C'est même pas un camping de bord de mer, c'est en Provence. Donc, mais bon, c'est vraiment un cas particulier. Mais bon, la vente est un cours, elle va au bout. D'accord. Et ça, s'il avait demandé à son comptable, il aurait dit 2,5 millions, quoi.
D'accord. Parce que il a un charme fou, il a du charisme, il est, je sais pas, avec une vue à couper le Il a souffle, des que choses comme du ça. potentiel. Ouais. Il a que du potentiel avec le site et le peu d'infrastructures qu'il y a, ou enfin, est bien fait, est faite pour. On peut Il y a le vraiment le beurre, la développer et confiture, il y a l'amener à un tout. million, par exemple, quoi, Voilà, hein. C'est-à-dire qu'on peut voilà, voilà. assez facilement l'amener à un Là, million ah de non, chiffre d'affaires. celui-là, il passera à 2 millions dans les 5 ans. D'accord, ouais. Ouais, donc il est vraiment sous-exploité. Il y a sûrement un volume de parcelles aussi, quand même, Voilà, quoi, ouais. pour être. C'est un cas extrême, hein. C'est un gros bébé, comme tu disais, non? Quand même pas C'est pas, 250 emplacements. ça joue dans les 200 places, là. C'est vraiment qu'il était très sous-exploité et ça, vous arrivez Exactement, à exactement. l'analyser, ouais, d'accord. Et d'ailleurs, le risque aussi environnemental, montée des eaux, ça doit y jouer aussi, hein. Un camping qui est bord de mer et qui peut potentiellement avoir un plan de reclassement on le voit, hein, là, des bords de mer en Normandie qui peuvent avoir des plans de reclassement et tout ça, qui sont soumis à l'érosion marine, érosion des côtes, du trait de côte. Ça aussi, ça peut peser dans la balance en négatif, quoi, pour le coup. Ouais. Les sujets environnementaux, c'est un sujet majeur dans les ventes. Hmm. Bon, après, pour une vente, dire les bons points, que le soleil brille, c'est facile, quoi. Après, Ouais. c'est important de connaître, d'apprécier un risque comme celui-ci pour savoir le présenter. Le camping, il n'est pas invendable. Il a un tarif et il a un client. Il y aura quelqu'un, si c'est quelqu'un qui veut l'inonder de mobil-home, vu qu'il est déjà inondable, c'est pas la bonne idée. Oui, l'été, il y a moins Il de faut risque de connaître les points débordement et faibles, tout c'est ça. important. Ouais. Et bien les présenter. J'ai même un camping dans le Marais Poitevin j'étais étonné, qui en fait ont une notion où l'eau monte naturellement l'hiver, mais ils le savent et en fait ils mettent des pilotis en fonction et puis au contraire apparemment c'est bien parce que ça nettoie le foncier et Ah tout oui. ça et c'est quelque chose qui est Mais les accepté quoi en pilotis, fait. c'est un grand sujet actuellement, hein. Et en plus, c'est beau et ça met réellement hors d'eau l'habitat, quoi. C'est bien, et Tous du les coup, et co- donc il y a des coefficients, le foncier qui est souvent démembré en fait, qui peut être démembré. D'ailleurs, est-ce que tu as des gens qui achètent le foncier et à côté des gens qui achètent le fonds de commerce? Vous le faites ça, cette opération des fois de démembrer les deux parties? Certains groupes démembrent systématiquement. C'est-à-dire que quand le deal est fait, le foncier va dans une boîte foncière qui achète et qui demande un loyer qui peut paraître prohibitif, parce que des fois, c'est des loyers qui s'approchent des 20% du chiffre d'affaires. Par D'accord. contre, ils payent presque la moitié du camping. Donc, il y a des démembrements qui se font, Ah oui, mais c'est sur les gros deals, hein. Les particuliers, ils préfèrent garder le foncier. Ils ouais, préfèrent avoir l'ensemble. Par d'accord. contre, j'ai pas mal de gens, notamment sur la Côte d'Azur ou chez toi, qui gardent le terrain pour la retraite. Donc Ouais, là, à ce ouais. moment-là, Et si, par exemple, si moi je veux acheter un foncier, juste, donc, du coup je veux pas acheter le fonds de commerce parce que j'ai pas envie d'exploiter, etc. Est-ce que, avec les loyers que je vais appliquer, par exemple justement 20 000 euros par mois, de 250 000 euros, bon, ce qui est assez important, ce serait je pense un gros terrain, mais je peux payer mon crédit et avoir du rendement locatif, tu vois, comme quand on regarde si on achète un appartement et qu'on veut le mettre en location, on regarde le rendement locatif, est-ce qu'il peut y avoir du rendement ou c'est oui, purement un mais investissement foncier, voilà, patrimonial? c'est une mécanique de rendement locatif. En général, il faut qu'il y ait 6-7% avec la hausse des taux de crédit, mais il te faudra un apport pour acheter. Tu ne pourras pas l'autofinancer. Ah C'est comme oui, des murs oui, oui. commerciaux. Oui, donc du coup, il y a un rendement après apport de 50%. C'est 50% en moyenne ou 40% sur le foncier et 50% sur le fonds de commerce qu'il faut apporter en moyenne? Ça dépend de l'affaire, ça dépend du capitaine qui va acheter. Si c'est un professionnel, il est regardé de façon plus positive par les banques. Ça aussi, bon, on travaille avec des courtiers qui sont bons. Pour dire qu'on n'a pas trop de problèmes là-dessus, 95% de nos crédits passent. Donc ça fait rêver par rapport à l'immobilier actuellement, quoi. Oui, c'est clair. Même actuellement, ouais. Vous n'avez pas eu gros problèmes pendant là récemment les coups de frein qu'il y a pu avoir sur certaines Ben, banques. on n'engage pas les gens si c'est pas possible. D'accord. On Ouais, le vous le sait, saviez. on fait une étude pointue, on travaille avec des courtiers. Et si on s'engage, ça fait du travail, ça fait des frais, ça fait des déceptions quand ça marche pas. Donc on s'engage quand on est pratiquement sûr. Autrement, on perd du temps, quoi. Ouais, Surtout pour les vendeurs, quoi. On essaye d'éviter, quoi. et ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un agent immobilier, un courtier, un expert comptable, enfin en tout cas, c'est que aussi les vendeurs perdent moins leur temps aussi, parce que peut-être que les gens qui sont fait conduire vont essayer de passer en direct, et donc du coup ça peut aussi, voilà, tout ce filtre-là, c'est un travail aussi que vous faites, quoi. Ouais. Si le propriétaire, il met sa petite annonce sur le Bon Coin, il a plus d'acheteurs que de campeurs, hein. C'est aussi pour ça des fois qu'on voit du off-market, enfin des choses, parce qu'en fait même sur le Bon Coin, même dès que c'est un peu professionnel, ouais, vous mettez même pas les annonces sur le Bon Coin, j'imagine, quoi, ils viennent Non, sur non, votre non, 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 site non, ou... on n'est pas, c'est suicidaire, ça. Il y a beaucoup d'annonces qu'on met pas, hein, qu'on traite de gré à gré, hein.
Ah oui. La discrétion, c'est notre maître mot, hein, Ok. qu'on met même Très pas bien. sur notre site internet d'ailleurs. C'est quoi le taux d'intérêt là pour emprunter du coup tu disais 6% tout à l'heure Ben, on était monté à 5 et quelques. Hmm. Là, je vois passer, on en a fait un à 4,05, là, 4%, on va dire. D'accord, ouais. Bon, Ok. ce qui n'est pas monstrueux parce que les taux à 1 ou 1,2, c'était de l'argent gratuit, ça. Oui, C'était oui, donc c'était en dessous de l'inflation. Ouais. 4%. Hein. Tu disais donc faire une estimation, c'est quoi à peu près si tu avais Bah, 5 je dirais, conseils à donner à quelqu'un qui voulait vendre ou peut-être qu'après ce podcast qui se dit pourquoi pas, c'est quoi un peu qu'il faut préparer? d'abord, c'est s'auto-analyser. Est-ce que je suis prêt? Parce que des fois, il y a un petit coup de blues en fin de saison et tout. Et vendre un camping, on vend pas une boutique. On vend sa maison, on vend ses racines, il y a la famille, il y a donc attaquer une vente et l'arrêter, c'est hyper contre-productif. Se poser cette question, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je vais faire après? Ça, c'est essentiel. Comme je disais, il y a 90% pour des ventes qui se passent par agence. Donc, il faut rencontrer les professionnels, rencontrer les personnes, les responsables régionaux, voir le feeling qu'on a avec la personne, parce que quand on discute avec quelqu'un, on se dit, est-ce que ce bout de chemin qui est important et qui est un peu compliqué des fois, est-ce que je vais le faire avec cette personne? Quelle expérience il a? Qu'est-ce qu'il a vendu? Quelle est son estimation? Bien sûr, il faut faire attention que le gars ne vous dise pas un prix faramineux pour vous faire Oui, plaisir aussi, c'est la pire des choses. ouais, il y a ça aussi le dumping pour avoir le Oui, mandat et oui, oui, ouais. oui, oui, oui. Et une question aussi toute bête, poser la question à la personne, est-ce qu'il accompagne les clients? Parce que, bon, il y a certaines personnes qui, bon, ils prennent un mandat, ils espèrent toucher une commission qui est de peut-être 50 000 euros et ils envoient les clients comme ça, comme vente par correspondance, c'est la redoute. Ouais. Non, il faut être présent, il faut faire le boulot. Donc ça, c'est une question essentielle. Et d'ailleurs, juste une petite question indiscrète, c'est quoi les frais d'un agent immobilier de camping? C'est comme dans l'immobilier justement? C'est pas du tout indiscret, c'est marqué sur notre site. Donc ça s'échelonne de 5% pour les plus petits dossiers Ouais, à 2% pour les gros. ok. Après, il y a des négociations là-dedans, mais on a un barème des tarifs. En fin de compte, on fait un boulot spécialisé comme un médecin spécialisé et on a des pourcentages qui sont en dessous de ceux des agents immobiliers classiques. Ouais, parce qu'il y a plus On gagne 5 ou 6% de façon systématique. le volume transactionnel est plus important, quoi. C'est C'est des pour ça que gros vous avez plus de dossiers. travail parce qu'il y a l'aspect économique et justement le conseil, l'expertise que vous pouvez avoir qui n'est pas que du matériel visible, quoi. Non, Donc non, c'est vrai non, que quand on a fait 1000 ventes, on connaît un petit peu toutes les questions. ouais, Il y a des d'accord. nouvelles qui arrivent souvent, et ces commissions sont payées par les acheteurs en plus, donc c'est quand même bien définir son prix. On a vu faire une estimation, une deuxième. Alors il y a le prix et il y a le prix de présentation. Bien entendu, le prix de présentation est plus cher, mais il faut qu'il soit plus cher sans être dissuasif, quoi. Faut pas, si on Ouais, part à demander 2 fois le prix de son affaire, on va la galvauder et quand on sort au prix, elle sera encore marquée au fer rouge. Donc le prix est une chose importante. Après, je dirais bien préparer son dossier. Il y a un nombre de pièces à réunir qui est important, les permis, les autorisations, les assurances. Avoir une équipe au-delà de l'argent immobilier, donc il faut avoir des gens avec qui on travaille en confiance, son expert comptable, notaire, avocat, courtier. Nous, on dit que dans un dossier difficile, si on a les bons, si on a la dream team, comme on dit, ça roule. Alors qu'un dossier facile avec un notaire qui veut pas travailler, ça devient une catastrophe. c'est des notaires Donc, spécialisés qui vendent les campings, non? C'est pas tant que ça, non, pas tant que ça. ouais, On, ouais, c'est on en connaît des bons, mais il y en a qui sont des ronds de cuir. Hein. hmm. Les notaires, des fois, moi, je les appelle les fonctionnaires de luxe. Hein. C'est Ouais, quand ils veulent, comme ils veulent. Hein. ouais, c'est sûr, ouais, avec l'ego qui rentre en jeu et Ah oui, voilà, oui, c'est sûr, c'est le 19e siècle. Hein. Je vais pas me faire des amis, là, mais J'avoue, c'est comme les bon, avocats, quoi. Il y en a aussi qui ont le titre. il faut prendre des avocats qui connaissent, c'est sûr. Hein. Le dernier conseil qui tombe sur le bon sens, c'est ne pas mettre son affaire en exclusivité. Enfin, il y a des cabinets ou même des banques d'affaires pour les plus gros dossiers qui vous disent on est les meilleurs, donc il faut nous donner l'exclusivité. Si vous êtes les meilleurs, pourquoi vous avez peur de la concurrence? Ah oui, L'exclusivité, elle profite qu'au cabinet immobilier. En général, quelqu'un qui annonce des monts et merveilles au niveau prix et tout. Et une fois l'exclusivité ouais, signée, il y a un peu un pourrissement du dossier, en espérant que le vendeur accepte des choses qu'il n'accepterait pas au début. ouais. Finalement, c'est un peu Donc, comme gardez votre liberté, ne signez pas d'exclusivité. Ça tombe sur le bon sens. Hein.
C'est étonnant que tu fasses ça, mais nous c'est pareil, tu vois, engager le client sur 5 ans, tu es dans les sites web, dans les agences web, tu vois, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu du protectionnisme malsain et qui aujourd'hui ne se fait plus aussi. Comme tu dis, parce que si tu dis ça, c'est que vous êtes droit dans vos bottes et vous connaissez votre valeur et finalement que quand tu fais de la bonne cam, t'as pas besoin de verrouiller les gens comme ça, voilà. Ben Hein. oui, hein. Je rigole, mais c'est vrai que des fois, ils leur font signer des exclusivités pour pas qu'ils viennent vers nous. Et est-ce que d'un point de vue juridique, administratif, tu vois, il faut le prévoir, par exemple, on parle de créer une holding en amont qui soit suffisamment créée tôt, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des... Quand on rencontre les gens, on explique un petit peu ce qu'ils peuvent faire au préalable pour payer moins d'impôts sur leur... Alors, on n'est pas avocat fiscaliste, on travaille avec très bon, mais comme on a vu tous les cas de figure, Ouais. on a une connaissance empirique qui est pointue. On fait pas notre avocat ou notre notaire, mais on dit faites ça, faites ci. Voyez, si vous revendez, si vous montez une holding, effectivement, 2 ou 3 ans après, vous ferez pas de plus-value. Si vous rachetez, il y a un montage qui s'appelle l'apport-cession qui permet de pas faire de plus-value, de pas payer de plus-value, ou le départ à la retraite. On connaît D'accord. donc on conseille là-dessus, mais après on dit allez voir votre avocat, ou on vous conseille Ouais. un avocat spécialisé dans le camping et dans la fiscalité. C'est qu'en fait, si une holding elle a 2 ans, enfin pour ma gouverne, vu que moi je vais pas faire d'estimation de mon camping, c'est 2 ans avant, après il n'y a pas d'obligation de réinvestir 60% ou 50% Voilà, de... c'est 2 ans ou 3 ans, quoi. Si tu crées ton holding 2 ans ou 3 ans avant la vente et que tu apportes bien sûr la société, tu ne payes pas de plus-value, mais tu payes la D'accord. CSG. Et autre chose, c'est le côté pacte du trail. Et j'avais un chiffre aussi que tu disais qu'il y avait X% de transactions familiales qui étaient transmises à ces enfants qui aboutissaient à un drame familial. Ça m'avait assez interpellé, ce Non, qui c'est m'étonne pas d'un pas. côté. Les campings ont pris des grosses valeurs et puis toute la famille travaille dedans. Des fois, c'est un peu contraint forcé. Des fois, il y en a un qui travaille, l'autre qui est jaloux. Ça pose des problèmes familiaux et il faut que le paternoster, il arbitre. Son boulot, c'est d'arbitrer. S'il y en a un qui est pas dans le camping, ben, il lui donne le terrain ou Ouais. l'usufruit du terrain plutôt. Il garde l'usufruit et celui qui est dans le camping garde le fonds de commerce. Mais il faut éviter que la famille se déchire, ce qui est malheureusement souvent le cas. Enfin, pas souvent le cas, mais ça arrive fréquemment, quoi. Ouais, tu disais, c'est même de manière majoritaire sur une transmission à la génération d'en dessous, frères, cousins et tout ça. Tu disais qu'il y avait une grosse proportion de déchirement, quoi. Oui, ben les gens, ils sont pas faits pour rester ensemble dans le camping, hein. Choisit ses amis ou ses associés, mais pas forcément Oui, sa oui, famille oui. systématiquement en tout cas. Donc, du coup, ça vous pouvez conseiller en tout cas, avoir le recul sur les possibilités d'organisation intelligente et de fonctionnement qu'il peut y avoir s'il y a des transmissions aussi. Et vous le disiez que vous conseillez aussi le parc du trail, si tu peux me dire en 2 mots ce que c'est, et aussi vous pouvez conseiller sur des estimations pour ça. Disons que là, moi, mon métier, c'est de vendre d'abord, hein. Ouais, Mais les personnes qui font un pack du trail, c'est pour transmettre aux enfants. d'accord. Donc, bon, après, je les renvoie vers des cabinets d'avocats comme Jean-Marie Baldo, entre autres, qui est pertinent là-dessus, hein, mais ça permet de transmettre le camping en ne payant que 25% des droits de succession. Et ça, faut le prévoir à l'avance aussi. D'accord, parce que ouais, ça peut pas être créé la veille de la vente, quoi. Ah non, non. Et plus on le fait tôt, moins on paye. Et même, D'accord. on peut le faire en amont d'une vente. D'accord, merci pour tous ces conseils bien avisés. Est-ce que toi tu voyais d'autres conseils, sujets que tu évoques au quotidien, qui sont souvent des questions récurrentes ou des conseils que tu peux prodiguer? Je pense qu'on a fait un bon tour. Après, comme je disais, pour rencontrer les gens, nous, on vient de bon cœur pour faire des estimations gratuites, que les propriétaires n'hésitent pas, qu'ils n'aient pas de timidité en disant je vais pas vendre. Et là, on fait un check de l'affaire en même temps et après, on vend pas, hein. Il y en a, Ouais. j'ai fait 10 ans avant les estimations et je les vends après. Donc, Ouais. Et il y a aussi une notion où, tu vois, en B2B, si tu dis que tu vends ta boîte, ben, moi si je vendais mon agence web, ce qui n'est pas du tout le cas, je rassure tous les auditeurs, mais par contre, tu vois, ça peut faire peur justement à ses clients B2B qui peuvent avoir connaissance. Mais par contre, vous en B2C, qu'un camping soit en vente ou qu'il ait fait une destination, de là à ce que ça arrive aux oreilles de leurs vacanciers, voilà, c'est vraiment non, deux mais mondes séparés, là, donc il n'y a pas de... il faut être hyper discret. D'accord, oui. Moins on en parle, mieux c'est, parce que les ennuis, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils viennent, hein. Ouais, d'accord. Ça peut poser problème quand même et faire peur à Radio une Camping, tu clientèle. connais, quand il y a un camping avec des résidents, il y en a un qui a vu l'annonce, Ouais, et là, c'est la révolution le camping, hein. Donc, c'est ouais. pas facile à vivre. Et même au niveau de tout, des Ouais, faut être confrères, tout discret quand ça, même. c'est pas la peine d'en parler, c'est contre-productif, quoi.
Donc Ouais. il faut rester hyper discret. Et donc vous d'ailleurs, comment vous faites ça pour les annonces? Vous faites des photos qui sont un peu cachées, vous... Voilà. Bon, il y en a qui retrouvent, mais on masque. Mais des fois, souvent, on ne diffuse pas du tout. On le diffuse directement à nos clients sans qu'il y ait de publication sur le site web. D'accord, Donc ouais. c'est des cas particuliers, mais ça arrive aussi, quoi. À qui tu penses pour un prochain épisode de podcast pour Radio Camping? Voilà, quelqu'un justement, tu as parlé tout à l'heure d'un avocat fiscaliste, mais peut-être quelqu'un d'autre à qui tu penses, de personnes? Jean-Marie Baldo, là, il a du métier, il est sympathique, il a une super moralité. Il peut être intéressant pour les propriétaires de camping. Donc, c'est effectivement, moi, je te le recommande. Bon, c'est un copain maintenant, hein, forcément, mais Ouais, c'est vraiment une bonne adresse. Donc, lui, d'accord, ouais, par ça exemple. marche. Hein. Très bien, bon, bah, parfait. Je vais le contacter. Merci en tout cas pour ce conseil-là. Où est-ce qu'on peut vous retrouver justement de manière discrète et Où est-ce que tu peux nous retrouver? Partout, sauf à notre bureau. Parce que notre bureau, moi j'ai un bureau à Fréjus, c'est pas un siège social, là. On est principalement sur le terrain, donc sur les campings, ou sur les restaurants à côté du camping, où c'est vrai qu'on finalise pas mal de choses comme on est itinérant, et sur toutes les réunions, les assises, les congrès, les assises régionales. Bon, bien sûr qu'on est au 7 et qu'on est dans tous les salons. Bon, on est systématiquement sur ces lieux-là, donc les gens prennent contact avec nous là-dessus. Ou sur le camping. Regarde, nous, on s'est rencontrés où? On s'est rencontrés à la Guadeloupe. tout à fait. C'est vrai que moi j'étais pas mal en contact avec plusieurs de tes collaborateurs parce que voilà, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont conseils dans la stratégie de développement et voilà, et pas que en effet vraiment sur la perspective aussi de demain et sur l'accompagnement assez poussé là-dessus naturellement et sans arrière-pensée. Donc ouais, c'était le but de cet entretien, faire un point marché aussi hein, sur 2024, comment ça se passe, mais en tout cas ça a l'air très dynamique. Longue vie à Concerto, longue vie au secteur et espérons qu'il fasse une belle saison aussi cette année. On va suivre ça de très près. Et puis à très vite, Pierre-Jean Auvin. Et bravo à toi, hein, parce que toi aussi, tu as une jolie boîte et les retours des campings qui ont travaillé avec toi sont très bons. Hein, donc, bravo pour ta boîte. Et puis bravo aussi parce que tu es un surfeur et tu surfes Bellara, la plus grosse vague de France. Et là, ça c'est perso, mais je te dis félicitations, mon gars. Bah merci. D'ailleurs, avant-hier, je t'ai pas dit, mais on a décalé le podcast parce qu'avant-hier, j'ai réussi à la surfer pour la première fois et ça, c'était un succès. Ah, tu dois être content là. Ouais, je suis super content et je vous enverrai des photos sur LinkedIn parce que Ça c'est important ça. ouais, je suis actif là-dessus. On se croisera à l'eau, on se croisera sur les salons et avec plaisir, on a le même état d'esprit. Donc j'espère que ça se ressentira sur cet épisode. À très vite, Pierre-Jean. Ciao Yohan. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.